D'abord, bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. Je suis très heureux d'être ici devant vous. D'abord, merci aux présentateurs. D'abord, merci à Louise Mailloux pour tout ce que tu as fait pour la laïcité. Et puis, tu mérites très certainement le prix que tu vas recevoir. Là, avec les éclairages, je ne te vois pas bien dans la salle. Merci, voilà. Alors, merci infiniment. Merci pour vraiment les très bons mots que tu as dit à mon endroit. Et puis, merci pour ton appui. Merci Stéphane Kelly, avec qui je partage un même éditeur, Boréal. Je suis également dans la même profession, professeur de cégep. Et Stéphane Kelly qui a écrit sur la tradition républicaine au Québec, entre autres, comme le mentionnait Stéphane Roy tout à l'heure. Parce que oui, il y a une tradition républicaine au Québec et ça retouche aussi la tradition de la laïcité que mentionnait, dont parlait Louise tout à l'heure et dont nous parlons beaucoup en ce moment au Québec. Parce qu'évidemment, notre modèle, c'est souvent la République française qui est très laïque, comme vous le savez. Et bien sûr, merci Stéphane pour ta présentation. Merci d'être notre animateur aujourd'hui pour cette journée. Et comme Stéphane, il y a non seulement toutes ces aventures de jeunesse qui nous relient, il y a aussi la géographie parce que nous avons grandi dans la même ville, Laval. Comme disait Stéphane, sa mère a milité pour le Parti québécois à l'époque de Bernard Landry. Et il se trouve que moi aussi, j'ai été en quelque sorte initié au militantisme pour le Parti québécois par mes parents, Feu Marc Bastien et ma mère Yvette qui est ici dans la salle. Maman, peux-tu saluer la foule, s'il te plaît? Et il y a mon frère aussi qui est là à côté. Alors, ma première campagne électorale, ça a été celle de 1976, où ma mère nous avait, moi et mon frère, en quelque sorte, conscrits pour distribuer des dépliants à l'effigie de M. Landry. M. Landry qui était même venu à la maison. M. Landry que j'ai eu plus tard comme professeur à l'ENAP. Mais bref, on avait fait notre part, on avait aidé nos parents. Et je me souviens du soir du 15 novembre, j'étais un peu déçu. En fait, j'étais très déçu parce que moi et mon frère avons passé la soirée avec une gardienne, puisque mes parents, n'est-ce pas, étaient allés fêter la victoire. Alors donc, j'ai grandi dans la famille du Parti québécois, dans la famille plus large du nationalisme. Nos parents nous ont enseigné l'amour du français, la fierté d'être québécois. Et c'est donc assez naturellement, quand je suis devenu adolescent et jeune adulte, que je me suis intéressé à la politique, cette fois-ci de moi-même, que j'ai milité au Parti québécois, d'abord dans Laval et ensuite aussi à l'université. Et c'est à l'université, dans mes études en histoire, que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon grand ami, Éric Bédard, l'historien, qui est ici avec nous. Éric, si tu veux saluer la foule, s'il te plaît. Alors, je me souviens d'une de nos premières conversations au Café Campus où Éric Bédard avait dit « Je suis tellement content que Jacques Parizeau soit revenu au Parti québécois. » Il était enthousiaste. Et je partageais complètement cet enthousiasme. Là, je me suis dit, voici quelqu'un avec qui je partage des convictions profondes. Et comme de fait, et nous sommes devenus de très grands amis. Et ensuite, Éric s'est présenté comme à la présidence du Comité national des jeunes péquistes, le CNJ, et je lui ai donné un coup de main. Nous avons donc milité ensemble et il m'a beaucoup aidé aussi par la suite au niveau professionnel et personnel. Alors, merci Éric d'être là aujourd'hui. Merci pour toute ta contribution. Alors, je me souviens aussi au référendum, le deuxième référendum au Palais des Congrès. Et moi, je partais le lendemain pour des études en Suisse. J'ai passé quelques années de ma vie à Genève, en Suisse. Je suis parti la mort dans l'âme. Mais donc, j'ai pris une pause de militantisme. J'ai fait une maîtrise, un doctorat. J'ai travaillé sur les relations franco-québécoises et, comme le disait Stéphane tout à l'heure, j'ai écrit un livre donc, sur la visite du général de Gaulle au Québec et ses suites. Donc, c'est un personnage, et je vais en reparler tout à l'heure, qui a occupé une grande place dans mes recherches académiques, n'est-ce pas? Et ensuite, après quelques années,
j'ai décidé de rentrer au Québec parce que c'est au Québec que je voulais faire ma vie. C'était vraiment l'appel de la patrie qui m'a fait revenir. Alors, j'ai quitté la vie que j'avais en Suisse. J'ai quitté une copine que j'avais là-bas. Ça a été un départ assez déchirant. Mais bref, je suis revenu au Québec. Et là, j'ai commencé à travailler sur le rapatriement de la Constitution. Donc, j'ai travaillé pendant 8 ans, presque 8 ans, sur toutes les circonstances qui ont entouré le rapatriement de la Constitution. 8 ans avec, à travers ça, plusieurs changements d'emploi, à travers ça, un mariage avec ma femme Marie-Ève et 3 enfants et quelques déménagements. Donc, j'ai été très occupé. Et d'ailleurs, Marie-Ève qui tient le fort aujourd'hui avec les 3 enfants qui sont encore assez jeunes. Et donc, à travers tout ça, j'ai réussi à faire ce livre. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai réussi à porter ce projet-là au bout, à son terme. Et donc, la bataille de Londres, lors de sa publication, je crois, a démontré que la Cour suprême avait joué un rôle politique, n'est-ce pas, au moment du rapatriement de la Constitution. Je pense que j'ai prouvé cela dans ce livre. Et ce livre a évidemment fait un gros tabac, comme le disait tout à l'heure Stéphane Kelly. Et ce qui m'a beaucoup frappé lors de la publication, et en fait, c'est ce que je pensais qu'il allait arriver, c'est que ce livre a mis les fédéraux sur la défensive. Pas la CAQ, pas Québec solidaire, pas le Parti libéral du Québec, mais nos véritables adversaires politiques, les fédéraux. Et là, c'est le régime fédéral qui a été sur la défensive. C'est le régime fédéral qui a dû se justifier. C'est le régime fédéral qui a dû vraiment battre sa poulpe et qui a été vraiment, qui a vraiment été, sans que je l'ai bien dit, enfin, bref, la 2e fois tout le moins. J'ai pas fait de latin à l'école, ça m'a pas aidé. Et donc, ça a été l'effet du livre, c'est que la question du statut politique du Québec est redevenue centrale dans le débat politique pendant quelques semaines. Bravo, merci. Et donc, ça m'a fait dire que d'abord, mon idée qu'il fallait mettre la question du statut politique du Québec au centre du jeu était la bonne. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai eu de l'impact en écrivant un livre, donc peut-être que si je faisais de la politique active, ça aurait encore plus d'impact. C'est une chose à laquelle j'avais déjà songé auparavant. Et là, je me suis dit, ben voilà, ce serait peut-être le moment d'aller porter cette cause-là sur la place publique au niveau politique, et non plus seulement comme historien, non plus seulement comme chercheur. Mais alors que je brûlais d'envie de me lancer dans l'arène, si je puis dire, le Parti québécois, lui, s'enfonçait lentement mais sûrement dans les sables mouvants. Les résultats électoraux étaient jamais très bons dans le meilleur des cas, sinon carrément catastrophiques. Nous nous enfoncions et nous étions dans un déclin vraiment tout à fait que je déplorais. J'assistais impuissant, n'est-ce pas, au déclin de ce parti pour lequel j'avais milité. Alors, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est vraiment cette question des causes du déclin du Parti québécois, les reculs répétés du Parti québécois lors des élections. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça? Depuis trop longtemps, une partie du camp nationaliste n'a cessé de s'excuser. De s'excuser de quoi? De s'excuser précisément de cela, d'être nationaliste. Depuis trop longtemps, nous plions sous les campagnes de diffamation qui sont menées contre nous par les partisans du multiculturalisme canadien. Depuis trop longtemps, il y a une partie des souverainistes qui a internalisé les accusations d'intolérance qui sont faites contre nous. Depuis trop longtemps, nous avons adopté le logiciel diversitaire canadien. Nous n'avons pas été à la hauteur du noble, ô combien noble idéal qui doit être le nôtre, être le Parti du Québec, être le Parti de la Nation, être le Parti québécois.
Et nous avons abandonné cet idéal et nous l'avons remplacé par une stratégie de clientélisme. Alors, élection après élection, on a découpé l'électorat en petits groupes. Et là, on a promis ceci à tel groupe, on a promis cela à tel autre groupe, et on a fait miroiter encore telle autre chose pour telle autre sous-catégorie de la population. Et on a multiplié comme ça les promesses vers les uns et vers les autres. Nous nous sommes comportés comme si le Parti québécois était un parti provincial quelconque, et comme si nous aspirions à diriger Terre-Neuve ou l'île du Prince-Édouard. Et maintenant, il y en a qui veulent encore ajouter de nouvelles catégories par rapport à ce clientélisme. Il y en a qui voudraient qu'on fasse une distinction entre les nouveaux et les anciens Québécois. Et ils nous disent, ah voilà, il faut gagner absolument avec le vote des néo-Québécois. Le vote des néo-Québécois est essentiel, il est primordial. On ne peut pas s'en passer. Alors pour moi, ce serait la forme ultime de clientélisme, le clientélisme que pratiquent les libéraux fédéraux de Justin Trudeau, le clientélisme que pratique le Parti libéral du Québec. Si nous faisions ça, ça serait pactiser avec le trudeauisme, ça serait vendre notre âme au multiculturalisme canadien. J'ai vécu 5 ans de ma vie à l'étranger. J'ai travaillé pour les Nations unies. J'ai travaillé pour d'autres organisations internationales. J'ai voyagé beaucoup. J'ai visité à 3 reprises le Moyen-Orient. J'ai toujours eu une curiosité pour l'étranger, pour les autres cultures. Je parle couramment 4 langues et je me débrouille dans une 5e. Et pourtant, je vous le dis, je ne jouerai pas dans ce film-là, le film du clientélisme ethnique, parce que c'est une approche nocive pour nous. C'est une approche nocive pour nous, pour notre parti et pour le Québec. Viví en España, por ejemplo, y a los latinos que viven aquí, os lo digo, si llego a ser el jefe del Partido Québécois, no os hablaré en castellano, os hablaré en francés porque estamos en Québec. Alors, allez... Alors, aux latinos... Si je deviens chef du Parti québécois, dans mes fonctions officielles de chef du Parti québécois, je vais m'adresser aux Latinos et aux autres en français, parce que nous sommes au Québec. Mais je vais aussi m'adresser à eux en français pour la raison suivante. Parce que je ne vais pas les considérer comme des représentants d'une communauté culturelle. Je vais les considérer comme des individus qui sont appelés à devenir québécois. Et devenir québécois, ça n'implique pas seulement avoir des droits, ça n'implique pas seulement de bénéficier de généreux programmes sociaux qui font l'envie du monde entier. Devenir québécois, ça implique aussi des devoirs et des obligations. Devenir québécois, ça n'implique pas seulement d'apprendre à parler français, ça implique aussi de participer à la défense du français. Devenir québécois, ça n'implique pas seulement de prendre connaissance de nos valeurs communes, mais ça implique aussi de participer à la défense et au maintien de ces valeurs communes, notamment nos valeurs d'égalité homme-femme.
Et je vais vous le dire, ils sont nombreux, les gens issus de l'immigration récente, qui veulent s'intégrer parce qu'ils aiment le Québec, parce qu'ils aiment nos valeurs. Et ils en ont assez qu'on les enferme constamment dans la case de leur pays d'origine ou du pays d'origine de leurs parents. Ils sont nombreux qui ne demandent qu'une chose, qu'on les traite sur le même pied d'égalité que tout le monde, parce qu'ils ont pris racine dans cette terre québécoise et parce qu'ils se sentent québécois. Et si nous leur adressons la parole, si nous les abordons dans ce sens-là, je suis convaincu qu'ils vont venir à nous en très grand nombre. Pour moi, le vote de tous les Québécois compte. Et c'est à l'ensemble de notre population qu'il faut s'adresser. Depuis longtemps, je suis habité d'une conviction profonde. Pour moi, le Québec, ce n'est pas un assemblage de gens des villes et de gens des régions. Nous ne sommes pas une juxtaposition de nouveaux et d'anciens Québécois. Nous ne constituons pas un rassemblement de gens des villes et de gens des régions. Nous ne formons pas un alliage d'individus avec différentes orientations sexuelles. Nous ne sommes pas une mosaïque de personnes avec différentes couleurs de peau. Nous ne constituons pas des fidèles qui pratiquent différentes religions. Pour moi, le Québec a toujours été et demeurera toujours plus grand que la somme de ses parties. Nous sommes liés les uns aux autres, nous sommes solidaires les uns des autres parce que nous formons une communauté de destin et d'histoire. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous sommes la nation québécoise. Et c'est à la nation québécoise que le Parti québécois doit s'adresser. Et en ce moment, c'est pas facile d'être québécois dans le Canada. C'est pas facile parce que assumer notre différence dans ce débat sur la loi 21, c'est difficile parce que nos adversaires sont mobilisés comme jamais et on les connaît, ces adversaires. Il y a d'abord les fédéraux, la ville de Victoria, la province du Manitoba, l'association de juristes Lord Reading, le Conseil des Canadiens musulmans et la English Montreal School Board, entre autres. Et ces gens-là sont mobilisés comme jamais. Ils vont inventer toutes sortes d'arguments spécieux pour faire dire à la Constitution ce qu'elle ne dit pas, pour pouvoir écraser la loi 21 comme ils ont jadis piétiné la loi 101. Je le dis et je le répète, le gouvernement Legault a bien fait d'utiliser la clause dérogatoire qui permet de défendre, partiellement du moins, la loi 21. Et nous, au Parti québécois, nous avons appuyé le gouvernement là-dessus parce que nous sommes capables de faire passer la patrie avant le parti. Hélas, pour notre plus grand malheur, ce n'est pas la même attitude qui prévaut chez d'autres formations politiques. Et je pense ici, en particulier, aux deux candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec, Mme Dominique Anglade et M. Alexandre Cusson. Tous les deux ont dit qu'ils gardent que si le Parti libéral était élu, Dieu nous en garde, que si le Parti libéral était élu, ils allaient laisser en place la loi 21, mais qu'ils ne renouvelleraient pas la clause dérogatoire qui viendrait à échéance en 2022.
2024. Alors, déjà, avec la clause dérogatoire, il y a des chances importantes que la loi 21 soit malgré tout invalidée parce que, je le répète, la clause dérogatoire est une protection bien imparfaite pour la loi 21. Mais sans la loi 21, il est certain que nos ennemis vont s'appuyer sur la Charte canadienne des droits et libertés qui nous a été, comme on l'a dit tout à l'heure, imposée contre notre volonté et que la loi 21 va être taillée en pièces et que le Québec va connaître une nouvelle humiliante défaite. Et donc, Monsieur Anglade, Madame Anglade, je m'étais dit que je ne devais pas faire cette erreur. Monsieur Cusson et Madame Anglade, vous ne pouvez pas laisser la loi 21 se faire attaquer par les juges fédéraux, la livrer pieds et poings liés aux juges fédéraux en vous en lavant les mains comme Ponce Pilate. Ce débat sur la loi 21, nous pouvons le faire entre nous. Si le Parti libéral est élu à la prochaine élection, ils auront toute la légitimité pour abroger la loi 21. Par contre, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est refuser de renouveler la clause dérogatoire. Parce que la clause dérogatoire, elle permet de protéger notre autonomie. Et c'est le devoir de tout premier ministre du Québec, le devoir sacro-saint de protéger notre autonomie. Alors, Mme Anglade et M. Cusson, si vous n'êtes pas prêts à utiliser la clause dérogatoire pour défendre l'autonomie du Québec, vous êtes indignes de devenir chef du Parti libéral du Québec. Vous êtes indignes de diriger notre nation. Et je dois dire que je suis particulièrement choqué par la prise de position de Mme Dominique Anglade, parce que Mme Dominique Anglade s'est réclamée, il n'y a pas très longtemps, de l'héritage de Robert Bourassa. Alors, Mme Anglade, je voudrais vous rappeler quelque chose, que M. Robert Bourassa a utilisé la clause dérogatoire à 41 reprises, notamment pour défendre la loi 101. Alors, Mme Anglade, quand vous vous réclamez du legs de M. Bourassa, quand vous invoquez la mémoire de M. Bourassa, alors si ce n'est pas de l'esbrouf, si ce n'est pas de la poudre aux yeux, eh bien, Mme Anglade, vous devez changer votre fusil d'épaule et vous devez nous annoncer que vous allez voter en faveur du renouvellement de la clause dérogatoire en 2024, quand elle viendra à échéance. Et je voudrais aussi livrer un message aux gens de Québec solidaire. Vous avez le droit d'être en faveur du voile intégral en tout temps, partout, en toutes circonstances, pour tous les métiers possibles et imaginables. Vous avez le droit de renier votre ancienne position, qui était celle du minimum qui avait été suggéré par le rapport Bouchard-Taylor. Mais vous n'avez pas le droit de laisser la loi 21 être sacrifiée sur l'autel du multiculturalisme canadien. Vous devez rejoindre ceux qui défendent la liberté du Québec. Alors, aux gens de QS, je dis ceci, vous devez être solidaires du Québec. C'est ça, être nationaliste. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et je pense que je l'ai démontré dans ce dossier de la loi 21. Il faut nous porter à l'offensive. Alors évidemment, pour nous, souverainistes, c'est pas facile en ce moment parce que notre option fondamentale ne recueille pas l'aval d'une majorité de la population.
Et c'est normal pour nous, souverainistes, d'avoir un pincement de cœur quand on voit que notre idéal n'a pas la faveur de la population. Mais il faut prendre acte de cette situation. Alors évidemment, on peut se tourner vers le ciel et maudire le destin. On peut faire ça, bien sûr. Mais la réalité, notre implacable réalité, c'est que les ennemis de la différence québécoise sont mobilisés comme jamais. Et ils vont profiter de l'absence du Parti québécois au pouvoir pour affaiblir le Québec. Alors, comme disait jadis le général de Gaulle, il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Alors nous, au Parti québécois, on doit prendre acte de cette réalité. Donc, ce que nous pouvons faire à court terme, la meilleure façon à court terme de protéger la loi 21, c'est d'obtenir une modification de la Constitution. Et nous avons le pouvoir de forcer une négociation constitutionnelle. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une majorité à l'Assemblée nationale. Mon modèle, c'est celui des patriotes irlandais. Je vais vous donner des exemples. Au début du 19e siècle, les astres se sont alignés pour que les patriotes irlandais, pour que les catholiques puissent gagner le droit de vote. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les patriotes irlandais? Est-ce qu'ils se sont dit, ben non, nous, on ne veut pas l'égalité au sein du Royaume-Uni, on veut l'indépendance de l'Irlande. Mais non, ils ne se sont pas dit ça, ils se sont dit, voilà, il y a un gain important qui est à notre portée et on doit le faire. Alors, ils se sont mobilisés et en 1829, les catholiques ont obtenu le droit de vote en Irlande. Et après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté pour le bloc irlandais à Westminster. Ensuite, en 1922, la Grande-Bretagne a offert aux Irlandais le statut de Dominion britannique. Et là, ce n'était pas ce que voulaient les Irlandais, qui voulaient l'indépendance. Et leur grand chef, leur formidable leader, Michael Collins, a dit aux Irlandais, nous devons prendre ce gain et nous allons l'utiliser pour poursuivre la bataille. Et donc, les Irlandais ont pris cette offre. Ils sont devenus un Dominion britannique. Et quelques années plus tard, l'Irlande est devenue une république indépendante. Ils ont pris chaque gain et ils s'en sont servis comme d'un levier pour faire d'autres gains. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis, qu'il y a quelques semaines, il s'est passé quelque chose d'historique qu'on a un peu oublié. Les nationalistes irlandais ont conquis la majorité en Irlande du Nord. Et le jour n'est peut-être pas très loin où l'Ulster, l'Irlande du Nord britannique, sera finalement réunifiée avec la République d'Irlande. Alors, les patriotes irlandais doivent nous inspirer, mais pour ça, il est absolument essentiel de sortir de la logique du tout ou rien. Il est absolument essentiel pour nous d'être au pouvoir. Si nous ne sommes pas au pouvoir, nous allons être condamnés à l'impuissance. Le plan que je propose est un plan pragmatique, réaliste et réalisable. Premier mandat, Constitution. Deuxième mandat, référendum. Bing, bang. Alors, c'est en faisant des gains, en tentant de faire des gains, c'est en contestant le régime, c'est en contestant la Constitution de 82, c'est en se battant pour la laïcité, c'est en mettant la question du statut politique du Québec au centre du jeu que l'indépendance va redevenir pertinente, va redevenir palpable pour nos concitoyens. Et à partir du moment
où ils vont recommencer à considérer l'indépendance de façon favorable, eh bien, l'idée de référendum va redevenir pour eux, pour notre population, acceptable. J'ai la conviction profonde que le peuple québécois n'est pas maudit par l'histoire, prisonnier à jamais du statu quo. Autant le cœur que la raison me font penser que nous pouvons encore peser sur notre destin collectif. Alors évidemment, la route devant nous sera longue, elle sera dure et elle sera parsemée d'embûches et d'obstacles. Et un de ceux qui doit nous inspirer dans ce combat à mener, c'est, encore une fois, le général de Gaulle, qui disait ceci: « S'il existe au monde des sentiments réellement généreux et désintéressés, le patriotisme en est certainement le principal. Je ne pense pas qu'aucun amour humain ait jamais inspiré de plus nombreuses et de plus purs dévouements. » Alors, c'est en ce sens que je compte mener cette course à la chefferie du Parti québécois, et c'est en ce sens que nous devons poursuivre notre combat. Merci.